Voilà, toujours dans le cadre de cette soirée de gala Mapendo. Ici, nous sommes avec le pasteur Ken Lwamba, mon pasteur à moi, qui va aussi nous aider par rapport à certaines questions que nous nous posons. Pasteur Ken, je vous pose déjà la première question par rapport à la gestion des finances. Comment on peut gérer les finances dans un couple? Voilà, ça c'est une très bonne question parce que ça c'est un sujet de beaucoup de conflits dans plusieurs couples. Mais ce que j'aimerais, d'emblée déjà dire, c'est que, il y a pas une méthode universelle pour tout le couple. Chaque couple doit trouver son équilibre dans la gestion de ses finances. Parce que nous n'avons pas les mêmes priorités, nous n'avons pas, les mêmes défis, nous n'avons pas les mêmes challenges, nous n'avons pas les mêmes projets. Donc chaque couple doit tailler son mode de gestion des finances selon ses priorités à lui. Alors, mais de manière générale, il y a plusieurs modes de gestion, mécanismes de gestion. Parce que des questions qui se posent, c'est qui doit gérer les finances ou c'est qui doit porter le poids financier de la famille, du foyer. Est-ce Nous mettre nos finances ensemble. Exactement. Donc, en fait, est-ce l'homme? Est-ce à l'homme de le faire? Selon un peu nos conceptions traditionnelles. Est-ce les deux conjoints ou est-ce que comment ça va se passer? Ça doit se passer. Ça, c'est des choix que chaque couple doit faire selon ses préférences. Et est-ce que les deux conjoints doivent mettre ensemble? On se dit, bon, on met 50% et on gère les finances. Ou encore, on se dit, OK, dans les 50% de chacun qui sera mis ensemble, toi, tu prendras 10% pour toi, l'autre 10% pour lui. Parce que ce qui se passe, c'est que il faudra que tout le monde se retrouve. Le problème commence quand l'un des conjoints ne se retrouve pas. Il faudra que les deux conjoints se retrouvent. Et c'est-à-dire quoi? Je dois avoir le droit de m'occuper aussi un peu de moi, et l'autre doit avoir le droit aussi de s'occuper un peu de lui ou d'elle. Et le problème aussi, c'est quand il y a de l'égoïsme. Quand on ne pense qu'à soi, quand on ne pense qu'à tirer, tu verras le mari qui s'achète des costumes, des habits, des chaussures, et la femme qui est frustrée, ou c'est l'inverse qui se passe. Surtout quand c'est, la femme qui a la possibilité d'apporter un peu plus, elle voudra aussi se faire plaisir un peu plus et l'autre est frustré. Donc il faudra vraiment de l'amour, de l'équilibre, penser à l'autre dans la gestion des finances. Il n'y a pas que moi, il y a aussi l'autre. Alors quand on se dit mettons 50-50 et puis chacun retire une partie pour se faire plaisir, il faudra que ça soit équitable. Si l'homme prend 20, il faudra permettre à la femme aussi de prendre 20 pour qu'il n'y ait pas de frustration. Et une autre manière de faire aussi serait, OK, on connaît les budgets mensuels ou je sais pas moi, ou semestriels de la famille ou du foyer. On s'est dit, bon, notre budget est de X montant. D'accord. Toi, dans ce que tu gagnes, tu mets telle proportion, toi, tu mets telle proportion. Nous constituons les X montants pour les besoins de la famille. Et puis, ce que chacun garde, c'est pour lui. Chacun gère de sa manière. Ou encore, on peut se dire, OK, d'accord, vu que la femme gagne un peu plus d'argent que l'homme, sur les 100% du budget de la famille, la femme prend 60%, l'homme qui a un peu moins d'entrée que la femme prend 40% ou vice-versa. Donc, les cas de figure sont nombreux. C'est pour ça que je dis qu'on ne devrait pas partir sur des méthodes, on va dire, générales ou universel, mais que ça, les mécanismes ou les modes de gestion doivent être taillés selon les challenges, les possibilités, voilà, les exigences de chaque couple. Toujours par rapport aux finances, il y a des femmes, enfin, les femmes disent que l'argent de la femme, c'est pour elle et les enfants. Mais l'argent de l'homme, c'est pour tout le monde. Et que l'homme n'a pas le droit d'avoir son regard sur l'argent de la femme. Vous dites quoi? Voilà, en tout cas, moi, ce que j'en pense, c'est que tout dépend de la vision de chaque couple. Il y a des couples qui ont grandi dans un environnement où c'est papa qui prend tout en charge. C'est normal que plus tard, quand ils se marient, qu'il puisse reproduire ce dans quoi, on va dire, le modèle dans lequel il a vécu. C'est-à-dire, le papa prend tout en charge, maman
fait ce qu'elle veut de son argent. C'est des couples que je connais qui fonctionnent comme ça. Mais avec l'évolution on va dire, de fonctionnement de la société aujourd'hui, c'est pas qu'au papa. À l'époque, c'était parce que les mamans étaient des ménagères. C'est les papas qui travaillaient, qui ramenaient de l'argent. Mais maintenant, les choses ont beaucoup changé. Il n'y a plus que les papas qui travaillent, les mamans travaillent aussi. Donc, en fait, comme on dit un peu, les paradigmes ont changé. Alors, on ne peut pas vouloir fonctionner dans des anciens paradigmes alors qu'on est dans un environnement totalement différent. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que chaque couple doit fonctionner selon ses réalités. Si je donne un exemple, le papa gagne, on va dire 100 $. La maman gagne 1000 $ et le loyer, déjà, c'est 200 $. Mais comment tu peux imposer à ton mari qui ne gagne que 100 $ de prendre le loyer, de prendre les provisions de la maison, de prendre les minervales des enfants, de prendre les factures, alors que tu sais que ce qu'il gagne ne pourra pas porter tout ça. Alors, et au même moment, toi, tu gagnes suffisamment d'argent, mais tu ne veux pas sur base du fait que c'est l'homme qui doit tout prendre. Donc, je pense qu'il faudra qu'on puisse être gentil, que nous puissions nous aimer véritablement. Si le mari gagne suffisamment d'argent, pourquoi pas? Il peut prendre la décision de tout prendre. Madame, fais ce que tu veux avec ton argent. Mais s'il gagne moins, s'il ne gagne pas suffisamment et que la femme gagne de l'argent, c'est ton mari, c'est votre foyer, c'est votre famille. D'ailleurs, les gens à l'extérieur ne devraient pas savoir quelle proportion qui prend. Ça, c'est des secrets internes, de cuisine interne, vous voyez? Alors, on quitte les finances. Nous posons cette question aussi parce qu'il y en a tout plein qui nous ont posé cette question. Euh, je suis dans mon couple, mais je remarque que l'autre n'admet jamais ses torts, l'autre n'accepte jamais les reproches. Comment je fais pour contourner cela et faire en sorte que notre couple évolue? Alors, c'est une question très pertinente parce que ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup d'instabilité dans le couple. Le grand problème à résoudre ici, c'est l'ego, c'est la question de l'ego. Quand chacun veut tirer le drap de son côté, c'est évident que vous aurez du mal à vous en sortir parce que tout le monde veut démontrer à l'autre qu'il a tort et que celui qui a raison. Et quand l'égoïsme et l'orgueil s'en mêlent, c'est là que ça devient encore compliqué. Dans un conflit, dès l'instant que l'un des conjoints ou les deux conjoints grimpent ou se cramponnent dans leur cambre, dans leur position, mais on ne s'en sortira jamais. Il faudra qu'à un moment donné, que chacun brise son orgueil pour le bien et l'intérêt du couple. Où est l'intérêt? Où est la joie que d'avoir raison et de voir l'autre souffrir dans son corps, être brisé dans son corps? J'ai raison, d'accord, j'ai gagné. Mais est-ce qu'on est dans un ring? Est-ce que le mariage, c'est un terrain où on veut prouver à l'autre, où on veut remporter des victoires? Le mariage, c'est pas... oui, on n'est pas sur un champ de bataille. On est dans un terrain qui est censé être un lieu de paix, un lieu de réconfort, un lieu de consolation, un lieu de soutien, de support mutuel. C'est ça le mariage. Mais quand on va avec la pensée que je dois gagner des trophées, je dois remporter des victoires, tu commences à regarder l'autre comme un ennemi, comme un adversaire, et c'est là que les problèmes, les conflits deviennent difficiles à résoudre. À un moment donné, il faut être capable de faire des concessions. À un moment donné, il faut être capable de donner à l'autre le droit d'avoir raison. À un moment donné, il se donner à soi-même. Il faut accepter soi-même aussi de ne pas gagner. Entre guillemets, ok, d'accord, chérie, c'est pas grave. On fait comme tu as dit, on fait comme tu penses. Le tout, c'est de préserver. Si c'est vrai que c'est une erreur. Ça peut être une erreur, mais au nom de la paix, quelquefois, on apprend à faire de concessions. Surtout quand c'est pour des questions qui n'ont pas d'impact sur l'avenir de la famille ou sur... des fois, c'est juste une question d'orgueil personnel. Mais oui, on veut prouver à l'autre que c'est moi l'homme, c'est moi la femme, et c'est parti pour des conflits interminables. Je pense que vraiment, la chose que chacun doit résoudre ici, c'est son orgueil personnel et son égoïsme personnel. Alors,
Juste pour terminer, par rapport à la compatibilité dans le couple, parce que beaucoup de gens se disent, allez, on s'est séparés parce que pour incompatibilité de caractère, pour incompatibilité de tel truc. Alors, comment je fais pour gérer cette compatibilité par rapport à nous deux, par rapport à la famille, par rapport à notre entourage et même par rapport, je sais pas, au groupe sanguin, pourquoi pas? Alors, les incompatibilités, c'est de plusieurs ordres, hein. Il y a des incompatibilités, on va dire, biologiques. Tout à l'heure, tu as parlé de groupe sanguin, mais il y a aussi l'électrophoreuse. On peut être incompatible parce que l'autre les deux sont AS. Et on peut être incompatible parce que, voilà, il y a peut-être des gènes ou des choses comme ça qui ne permettent pas aux conjoints de se mettre ensemble. Moi, je pense qu'il faudra, Quoi, on arrête, même si on s'aime? en tout cas, on arrête soit de faire des enfants ou on arrête de s'exposer inutilement. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qui après nous attirent des problèmes de santé, peut-être pas sur nous, mais sur nos enfants. Alors on peut se faire accompagner par des médecins et recevoir des orientations pour éviter tout ce qui pourrait nuire à la vie de la famille, à l'harmonie, à la paix de la famille. Il y a des incompatibilités aussi sur le plan culturel. Les 2, vous ne sortez pas du même environnement, vous n'avez pas la même perception des choses, vous ne réfléchissez pas de la même manière ou pire encore, vous n'avez pas la même vision de la vie, vous voyez? Et alors en ce moment-là, il faudra que chacun fasse un effort soit de se rabattre, soit de remonter et rejoindre l'autre. Que celui qui est un peu plus faible fasse un effort de remonter. Je donne un exemple. Un docteur d'université épouse un un 2-6. C'est tout à fait évident que sur le plan de la réflexion, de la manière d'aborder, de percevoir des choses, vous aurez des incompatibilités. Alors il faudra que celui qui est très haut fasse un effort de de descendre. Ça me rappelle une blague où un journaliste posait une question à un monsieur qui répondait avec des gros mots, des gros français. Et le journaliste qui lui dit, mais monsieur, est-ce que c'est pas possible que vous puissiez parler un français commun pour tout le mortel? Alors le monsieur les regarde, mais monsieur, vous me poussez à la vulgarité. Alors j'avais envie de dire que celui qui est très haut puisse un peu devenir un tout petit peu un Moi, c'est ce que je dis, à mon médecin. Quand il commence à m'expliquer des trucs, avec des termes, techniques, je lui dis: «Non, c'est tout ça là. C'est quoi en français facile?» Oui, vraiment. Donc, que celui qui est là descende un peu ou que celui qui est trop bas fasse un effort de remonter. Aujourd'hui, il y a des formations, il y a des remises à niveau, il y a des... Donc, en fait, le travail, c'est que chacun doit faire un effort pour rejoindre l'autre. Les incompatibilités, ça existe, ça existera par rapport à l'entourage. Exactement. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, vous devez savoir que c'est votre mariage à vous deux. Vous ne vivez pas pour faire plaisir à l'entourage, vous ne vivez pas pour faire plaisir aux tierces, mais vous vivez pour vous deux. Ben, c'est d'abord votre bonheur à vous deux. Et dans la mesure du possible, voir comment contenter les gens de l'extérieur, les familles, les amis. Mais ça doit commencer de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il ne faudrait pas partir de l'extérieur pour conformer l'intérieur. Il faut bâtir de l'intérieur et puis voir dans quelle mesure on peut récupérer l'extérieur pour ne pas frustrer non plus les familles, les belles familles. Mais si l'incompatibilité vient de l'extérieur, sauvegardez d'abord l'intérêt de votre couple, de votre famille. En conclusion, pour ceux qui sont dans la salle. Bonne fête à tout le monde, aimez-vous, il n'y a rien de mieux que de vivre en harmonie dans sa maison, dans son foyer. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous devriez vous fâcher, mais pensez à votre stabilité, à votre épanouissement, à votre amour. Il y a le mariage a été conçu par Dieu pour le bonheur de l'homme et le malin n'aime pas ça. Il mettra tout en jeu pour que nous puissions pas vivre le bonheur du mariage. Mais vivre heureux dans la vie conjugale à côté de celui qu'on a aimé, que l'on aime, c'est possible. Et avec Dieu, avec le Seigneur, on peut y arriver. Je vous souhaite plein épanouissement dans vos foyers. Soyez des sources d'inspiration pour des jeunes, pour des générations et que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Bye bye.